Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour le 19-20, une heure d'information en continu. On débute par les titres de l'actualité nationale. Sur le Tour de France, la revanche de Tony Galopin, maillot jaune. Lundi, il gagne l'étape du jour entre Besançon et Oyonnax. C'est la deuxième victoire française depuis le départ de la course. 9 mois de prison ferme pour l'ancienne candidate FN qui avait comparé la ministre Christiane Taubira à un singe. Condamnation exemplaire pour SOS Racisme. Révoltante pour le FN qui a décidé de faire appel. Ces informations vous seront développées à 19h30 par Marie-Sophie Lacaro. À la une maintenant de l'actualité en Côte d'Azur. 20 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Luc Jousse, le maire de Roquebrune-sur-Argence, reconnu coupable de détournement de fonds publics. Il a décidé de faire appel. Tortues, dauphins et baleines à découvrir près de nos côtes. Une attraction de plus en plus prisée par les touristes. Nous l'avons testé pour vous. Et puis un jour, un festival. Ce soir, nous irons dans la Pinède de Juan-les-Pins qui, jusqu'à dimanche, accueille toutes les sensibilités du jazz. Mais avant de développer ces titres, direction les salles obscures avec la sortie aujourd'hui du film d'André Téchiné consacré à l'affaire Agnès Leroux, L'homme qu'on aimait trop, avait été présenté lors du dernier festival de Cannes. Pour sa sortie grand public, nous sommes allés à Nice, la ville où il y a 37 ans s'est déroulé ce fait divers. Yannick Fournigo, Jean-Paul Berlein. L'homme qu'on aimait trop. Cet homme, c'est Maurice Agnelet, avocat niçois soupçonné d'avoir assassiné sa maîtresse Agnès Leroux il y a près de 40 ans. De cette extraordinaire affaire criminelle aux multiples rebondissements, André Téchiné a fait un film. Le corps d'Agnès n'a jamais été retrouvé. Ça fait plus de 20 ans. Il faudrait peut-être apprendre à faire le deuil de votre fille. Ma fille a été assassinée par Maurice Agnelet. Je ne peux pas laisser l'assassin d'Agnès en liberté. Je ne peux pas. La disparition d'Agnès Leroux, la guerre des casinos, les différents procès ont régulièrement fait les devants de l'actualité niçoise. Le public s'est passionné pour cette histoire. Aujourd'hui, c'est le cinéma qui s'approprie cette affaire. Tu n'as pas le droit de me laisser comme ça, sans nouvelles, dans l'inquiétude de savoir où tu es, ce que tu deviens. Pas sûr que les spectateurs aient plus de réponses à la fin de la projection. Je te demande pardon. Je connaissais l'histoire, je l'avais suivie avec intérêt, comme beaucoup de Niçois, beaucoup de Français en général et de Niçois en particulier. Il est certain que c'est un film, donc forcément il a été élagué. J'ai le sentiment de non coupable, mais il y a beaucoup de choses dans le procès qu'on ignore. C'est rapidement raconté, l'appel est renvoyé en 2 mots et la condamnation finale également. Donc on ne sait pas trop. Pour ce premier jour en salle, L'homme qu'on aimait trop n'a pas attiré beaucoup de cinéphiles. Le public était bien plus important dans les prétoires des tribunaux qui ont jugé cette affaire. Une peine en tout point conforme aux réquisitions. Cet après-midi, le maire UMP de Roquebrune-sur-Argence, Luc Jousse, a été condamné à 5 ans d'inéligibilité et 20 000 € d'amende pour détournement de fonds publics. Luc Jousse a décidé de faire appel. L'appel est suspensif. Véronique Varin, Éric Jacquet. À gauche, les opposants au maire de Roquebrune-sur-Argent, face au camp des partisans absents comme l'accusé à l'audience, mais venus aujourd'hui en force pour le délibérer. Un soutien de poids finalement à l'image de la peine prononcée, lourde. Comme l'avocat général l'avait requis, Luc Jousse, reconnu coupable de détournement de fonds publics, a été condamné à 5 ans d'inéligibilité et 20 000 € d'amende. Préparé à cette sentence, l'élu varois a tout de suite riposté, déplorant que la justice lui ait refusé sa demande de renvoi et critiquant plus encore le mode opératoire. Pas détourner d'argent public, sauf que prendre 20 000 € et 5 ans de privation pour 4 déplacements dont j'ai justifié la mission et où on ne me laisse pas l'opportunité de m'expliquer, c'est très cher payé, mais visiblement c'était l'objectif du parquet. Je crois que c'est un procès qui a été inéquitable. Et moi, je demande juste, au même titre que n'importe quel autre citoyen, qu'un élu soit traité de la même façon et pas à charge. C'est un rapport de la Cour des comptes reprochant à Luc Jousse l'achat indu d'une voiture haut de gamme et l'utilisation abusive de cartes de carburant qui avait tout déclenché. À l'occasion du procès, une association s'est portée partie civile. S'il ne baisse pas la garde, ses responsables se disent satisfaits. Je dirais aujourd'hui, la justice est rendue pour les Roquebrunois. Je dirais enfin, et j'espère que les dossiers qui éventuellement sont en cours seront instruits avec la même objectivité. Mais bien sûr, le maire de Roquebrune fait appel.
Appel suspensif qui lui permettra jusqu'au prochain procès non seulement de conserver son mandat de maire, mais également de se présenter à la fin de l'année à la législative partielle de la 5e circonscription du Var. En bref, dans un communiqué publié aujourd'hui, la préfecture des Alpes-Maritimes annonce qu'elle autorise le prélèvement de loups, et ce à partir d'aujourd'hui et pour une durée d'1 mois. Depuis le début de l'année, 277 attaques ont été recensées, soit plus de 1000 bêtes tuées. Du loup, le prédateur au loup, la rivière, la transition est facile. Partons dans l'arrière-pays pour parler tourisme. En ce début d'été, la tendance se confirme. De plus en plus de vacanciers font le choix de la verdure et de la fraîcheur. Une tendance qui répond aussi à des critères économiques. Reportage dans les Gorges du Loup, signé Hugues Nicolas et Richard de Silvestro. À 25 km de la Grande Bleue, la montagne, l'autre Côte d'Azur. Chaque année, depuis 7 ans, la famille Hennequin quitte sa Bourgogne natale pour ce camping 3 étoiles. Toujours le même emplacement, toujours la même caravane louée pour 2 semaines de vacances, au ralenti. Au bord de mer, vous sortez en voiture, c'est des bouchons. Donc on est bouchon, les voitures cul à cul. Sauf que là, c'est calme, vous prenez votre voiture et on a de la route à faire, mais c'est moins stressant, c'est plus calme, on va dire. Bonjour. Ça va? Salut. Ça va? Bon, c'était quand déjà? Clément fréquente le camping depuis ses 6 ans. Ici, l'adolescent a trouvé ses marques. Il y a une piscine déjà. On se fait beaucoup de copains. Et après, on peut venir parler avec les gérants du restaurant, les gérants du camping. Des fois, on vient chercher une glace. C'est super calme en plus, donc c'est bien. 2 semaines en caravane pour 1 100 €, soit 30% moins cher que sur le littoral. Depuis l'an 2000, ce camping a doublé sa clientèle. Les tarifs sont peut-être légèrement moins chers que sur la côte, c'est sûr, mais ils recherchent surtout le calme, la nature, les vues, tous les sports qu'on peut faire dans les alentours. Et côté aventure, à 5 minutes du camping, les Gorges du Loup offrent un terrain de jeu idyllique, un petit coin de paradis de plus en plus fréquenté. Bon là il y a beaucoup de monde, mais sinon d'habitude c'est un peu plus sauvage, il y a le côté sauvage. Voilà. Des petits pique-niques le midi, un peu de sport, un peu de course, de la marche et puis de la baignade, il y a tout ensemble, c'est génial. L'an dernier, sur les 11 millions de touristes qui ont fréquenté la Côte d'Azur, 600 000 ont choisi la fraîcheur tonique de vacances dans le Haut-Pays. Retour sur le littoral où les touristes n'ont tout de même pas disparu. Sur les plages, ils sont même des milliers chaque jour à se prélasser et à profiter du soleil. Des plages qui doivent être propres pour les accueillir. Alors chaque matin, c'est le grand nettoyage. Exemple à Menton avec Bernard Perrano et Jean-Marc Sarrat. Ils se sont levés aux aurores avec les équipes du service du nettoiement. À l'heure où les touristes mentonnais sont encore dans les rêves, sur les plages, un étrange balai d'hommes en jaune commence. 4 saisonniers parcourent les 5 km du rivage avec pour mission de retirer tous les déchets laissés la veille par les vacanciers. Papier, mégots, sacs éventrés par les mouettes et les goélands, tout doit être ramassé et évacué dans une benne à ordures. Un travail important, car le matin, les plages sont envahies de toutes sortes de détritus. Certains soirs, on trouve des choses du style, souvent des bouteilles. Ça peut arriver de trouver des seringues. Et sinon, ça varie par rapport au temps, s'il fait beau, s'il y a de la pluie. Même des fois, le vent il nous rejette un peu ce que la mer a en trop. Et même si des irréductibles baigneurs arrivent très tôt, une vingtaine d'employés municipaux nettoient les douches et même les repeignent. 2 engins sont mobilisés pour égaliser les galets et cribler le sable. Du 1er juin au 30 septembre, Menton joue la carte des plages propres au service de ses touristes. Tous les matins, on a le même balai qui est constitué de 16 agents qui sont opérationnels dès 6 h du matin et jusqu'à 11 h. Un travail très matinal qui n'effraie pas ces jeunes saisonniers. Une fierté même. Souvent après le boulot, je ressors un peu sur la plage, je regarde un peu le boulot qu'on a fait, ça fait quand même plaisir, quoi. Et après, le lendemain, c'est une nouvelle journée. Et parfois sur les plages, les agents du nettoiement ramassent des méduses échouées parfois par bancs entiers. C'était le cas hier sur la plage Cyrnos à La Ciotat. Aujourd'hui encore, les méduses sont venues embêter les baigneurs. Les scientifiques, eux, en ont profité pour les observer. Nathalie Demier, Francis Ducésaré. D'un côté, la bête, Pelagia noctiluca, de l'autre, l'amateur de bains de mer. Un banc de méduses bien mal en point s'échoue doucement sur une plage de La Ciotat,
sous le regard intrigué d'êtres humains en maillot de bain. La flamme rouge est formelle, baignade interdite. Quelques rebelles slaloment pourtant entre les tentacules. Entre observation et destruction, les cœurs balancent. Je prends un peu des photos pour mettre sur le réseau social Facebook pour montrer que justement il faut éviter de venir ici avec les enfants. Je récupère les méduses. Non, je les sors de l'eau. Comme ça les enfants. Tenez, les enfants aussi d'ailleurs. Non. À quoi ça sert? À rien. Qu'est-ce que tu as sur ta raquette? Des méduses. Et pourquoi tu les mets sur ta raquette? Pour les pêcher et on va faire un château là-bas. Seul inconvénient de cette décoration pour château de sable, la fonte ultra rapide au soleil et le risque de brûlure évidemment. La méduse est bien mal aimée, pourtant ces 3 biologistes sont ravis de voir débarquer les premiers spécimens de l'été. Alors là on est en train de récolter des animaux et vivants et morts pour différentes expériences qu'on fait au laboratoire pour mieux comprendre ces animaux, parce qu'on connaît encore peu de choses. Entre autres, on ne connaît pas leur âge, on ne connaît pas leur rôle réellement sur l'écosystème, on en connaît un petit peu, donc on essaye d'améliorer notre connaissance. 30 méduses transportées par glacière vont commencer une nouvelle vie en aquarium de laboratoire. Les autres ont été emportées par un courant. La baignade est de nouveau autorisée, 4 brûlures doivent guérir, cuisant souvenir de vacances. Attention aux méduses, attention aux accidents de plongée sous-marine. Hier, un jeune homme de 18 ans, bien qu'encadré par des professionnels, a trouvé la mort en Corse du Sud. La plongée, un sport à risque, alors les clubs sont de plus en plus contrôlés. C'était le cas aujourd'hui en rade de Villefranche-sur-Mer. Jean-Bernard Vitiello, Benoît Lotte. Bonjour monsieur, service de l'État, DDCS, DDPP, gendarmerie, on est là dans le cadre des opérations de contrôle en mer. Les agents de la préfecture veulent vérifier ce que les vacanciers ou même les habitués des clubs oublient de faire à chaque plongée, à chaque sortie. Est-ce que quand vous êtes monté à bord aujourd'hui, vous avez demandé au moniteur s'il y avait tous les éléments de sécurité? J'ai confiance en lui, je sais qu'il vérifie lui-même. Vous n'avez pas quand même demandé ce matin s'il avait tout? Et pour plonger en confiance, pourtant, il faut que tout soit aux normes, notamment les valises de premier secours, les bouteilles d'oxygène ou encore les paliers prévus de décompression. Les différents directeurs de plongée rencontrés aujourd'hui se sont volontiers prêtés à ces vérifications car pour eux, c'est la crédibilité de la profession qui est en jeu. On est contrôlé 2 à 3 fois dans la saison, ce que je trouve vraiment légitime, puisque au moins ça permet d'avoir une sécurité en fait, notamment dans le milieu de la rade, et qu'il n'y ait pas de dérive en fait, notamment dans l'activité de la plongée sous-marine. Vous avez l'impression d'être en sécurité? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a le moniteur à côté de nous et il nous explique. 5 minutes. Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs parmi les moniteurs, mais cela n'a apparemment pas d'impact sur le sérieux de l'encadrement. D'ailleurs, tous les clubs qui ont été contrôlés ce matin avaient une structure d'accueil en règle. Sur les 10 dernières années, les professionnels ont beaucoup changé. Il y a eu une prise de conscience, il y a une nette amélioration et on peut dire aujourd'hui que les activités, d'une manière générale, sont encadrées en toute sécurité. Les gendarmes maritimes de la Côte d'Azur annoncent qu'ils vont intensifier leur contrôle sur d'autres activités nautiques professionnelles, mais ils vont aussi surveiller les particuliers, car ce sont souvent les vacanciers, seuls, isolés, sans structure d'encadrement, qui représentent la majorité des accidents. L'attraction n'est pas nouvelle, mais elle plaît toujours autant. Partir au petit matin à la découverte des dauphins, tortues et autres baleines, des animaux majestueux que l'on peut découvrir très près de nos côtes. Avec quelques privilégiés, Laurent Verdier et Jacques Saufeur ont pris la mer ce matin. Ils n'ont pas été déçus de leur expédition. C'est la star de la Grande Bleue, le rorqual commun. Et pour parvenir à l'admirer, il faut être patient. 3 heures de bateau. Droit devant vous. Elle arrive, elle est là. Elle est là. Plus souvent. Il est énorme. Oula. Cette baleine est le 2e plus grand animal vivant sur la planète. Les femelles peuvent atteindre jusqu'à 25 mètres de longueur. Environ 3000 espèces vivent en Méditerranée. L'observer est donc une chance pour ces quelques privilégiés. C'était magnifique, on était très très près et c'est la première fois que j'en voyais d'aussi près. Génial. On s'est bien amusé. J'adore les dauphins, j'adore les baleines, j'adore tous les animaux dans l'eau. On l'a vu jusqu'à maintenant toujours en télévision et là on peut la voir en vrai, c'est beau. Ouais.
Pour rencontrer les animaux marins, il faut se lever de bonne heure. Tôt le matin, la mer est calme, condition idéale pour voir les dauphins. C'est génial. Pas question de les toucher, c'est interdit. Dauphins, tortues de mer ou encore baleines sont des animaux fragiles. On a une charte de bonne conduite. C'est très important de s'approcher, notamment sur les baleines ou les cachalots, toujours 3/4 arrière, vitesse très très lente. On ne coupe pas la route des mammifères marins. Les dauphins, c'est autre chose. Les dauphins, ceux qui viennent nous voir, ils viennent jouer à l'étrave. Bon, c'est un petit peu pareil. S'il y a un banc qui ne veut pas qu'on s'approche, il y a des bébés ou quoi, on ne doit pas s'approcher. Mais cette journée d'exception a un prix. Comptez 120 € pour une immersion au cœur de la Grande Bleue. Passons au sport. Cyclisme, le vélodrome d'hier accueille en ce moment les championnats de France de l'avenir. Sur la piste, durant 5 jours, les meilleurs juniors français, filles et garçons, vont s'affronter. Au programme, poursuite individuelle et par équipe. Patrick Deus, Patrick Kurt. 150 coureurs juniors venus des 4 coins de l'Hexagone participent à ce championnat de France Piste de l'avenir. On a un petit peu toutes les épreuves qu'on retrouve au championnat du monde. Il y a les poursuites individuelles, poursuites par équipe, vitesse individuelle, vitesse par équipe, course au point américaine. Ici, les comités régionaux présentent leurs meilleurs poulains, à l'image de Cécilia Lebris, une spécialiste de la poursuite individuelle. J'espère que ça va bien se passer, quoi. Vu que je vais aux Europes la semaine prochaine, au championnat d'Europe, j'espère que ça va être bien. Sur l'anneau de Costebel, c'est le réservoir de l'équipe de France qui s'affronte, en clair, les grands champions de demain. Les jeunes juniors, les meilleurs Français vont partir d'ici directement au championnat d'Europe. Donc la semaine qu'ils vont passer ici à accumuler des jours de compétition, souvent c'est matin les qualifications, après-midi les finales. Vous faites ça pendant 4-5 jours, c'est une très bonne préparation. Notons la présence de Philippe Hermenot, médaillé d'or par équipe au JO d'Atlanta, coach du comité Picardie et de son fils. Il a des bonnes dispositions, il est très agile sur un vélo, il a des bonnes ressources. Donc normalement, on peut que lui souhaiter de faire la même carrière que moi et éventuellement voir mieux. Il s'agit pour le vélodrome de hier de la 17e organisation d'un championnat qui s'achèvera vendredi. Un mot de football maintenant avec l'AS Monaco au cœur de la nouvelle guerre que se livrent le Barça et le Real. Les 2 clubs espagnols semblent avoir porté leur dévolu sur le même joueur, à savoir le jeune prodige monégasque James Rodriguez. Le Colombien, meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde avec 6 buts. Son transfert pourrait atteindre les 90 millions d'euros. Pour le remplacer, Monaco pourrait engager le Français Antoine Griezmann. Ouvrons la page culturelle de ce journal avec tout d'abord hier à Monaco l'inauguration par le prince Albert II de l'exposition Art Lovers, une exposition consacrée aux plus grands artistes de l'art contemporain. Toutes les œuvres, une quarantaine, appartiennent à la collection privée du milliardaire français François Pinault. Cette exposition est l'événement de l'été en principauté. Bernard Perrano et Jean-Marc Sarrat étaient présents hier lors du vernissage. C'est la plus fascinante exposition de l'art contemporain qui est offerte au public de la principauté de Monaco. Présentée dans le cadre d'Art Lover, une quarantaine des plus grands artistes mondiaux posent un regard sur l'histoire de l'art et des œuvres du passé. Sur plus de 4000 m², l'exposition réunit les pièces les plus célèbres de la collection de François Pinault et des œuvres plus rares, voire inédites, dont une quinzaine présentées pour la première fois. C'est effectivement une exposition qui a été conçue spécifiquement pour Monaco, à partir de la collection François Pinault. Un certain nombre d'œuvres n'ont jamais été montrées au public, d'autres l'ont été simplement à Venise, à Palazzo Grassi et à Pointe de la Douane, qui sont les 2 musées permanents de la collection Pinault. Homme d'affaires français, François Pinault a toujours été un passionné de l'art contemporain, et sa collection personnelle est la plus prestigieuse au monde. La passion ne s'explique pas, c'est une chose que vous avez dans vos tripes. Et l'art m'a happé il y a plus de 40 ans maintenant. J'essaie de comprendre les créations contemporaines du XXe siècle, ensuite les créations d'aujourd'hui. Et je vis au rythme des artistes et de leur création. Et c'est une vraie passion, et ça aide à vivre, je crois. L'exposition témoigne d'une grande diversité en réunissant les peintures, les sculptures, des installations, des vidéos et des dessins d'artistes d'origines géographiques différentes. Artiste, il a une vision du monde beaucoup plus avancée aussi. Voilà, qu'il présentait, exprimait de notre époque, notre société, révéler du sentiment très personnel de chaque artiste.
Mouvement majeur, l'art contemporain est encore mal compris par le public. Cette exposition se veut pédagogique et les organisateurs n'ont pas hésité à faciliter sa compréhension. On a vraiment souhaité que le visiteur ne soit pas vraiment perdu et il y aura à la fois des supports médiatiques comme des journaux, un atlas d'œuvres que le visiteur pourra consulter, des médiateurs chaque après-midi qui apporteront vraiment des compléments d'information. Arlever, c'est à voir jusqu'au 7 septembre au Grimaldi Forum de Monaco. Direction maintenant Antibes-Juan-les-Pins qui vit en ce moment au rythme de son festival de jazz et encore du très beau monde hier soir avec au programme Stacy Kent, Manu Katché ou encore Chic Corea, des styles très différents mais un cadre toujours enchanteur. Laurence Collet, Richard de Silvestro nous font revivre cette très belle soirée. Oh, insensitive. Must have seemed when you told me that you loved me. Je suis quelqu'un qui aime partager la musique douce, c'était toujours comme ça, c'est ma sensibilité, quelque chose, plutôt un chuchotement. Why you must have asked. Pas une note pour brusquer l'atmosphère. Stacy Kent ouvre cette soirée jazz à Juan, sans oublier le français, la langue que lui parlait son grand-père à la maison. Chanter en français, c'est vraiment quelque chose de personnel et du cœur, du fond de mon corps, parce que je rappelle cet homme que j'aime. Il n'est plus là, mais il est toujours là avec moi. Il est toujours là à l'intérieur de moi. Et c'est grâce à lui que j'ai cette passion pour la langue française, mais aussi pour la poésie. Puis, place à l'amitié. Manu Katché, Richard Bonnat, Eric Lénini et Stefano Di Battista s'amusent vraiment sur scène. 4 stars qui ont laissé leur ego au placard, voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que nous, on est un groupe d'exploratori, si on peut définir. Quelqu'un qui aime bien explorer de nouveaux lieux. Depuis qu'on est parti, ça fait 2 semaines et on passe de très très bons moments. Ça rigole, c'est très sympathique, c'est vraiment une chouette tournée. Ils poursuivent leur tournée et envisagent de sortir un album, mais leur groupe n'a toujours pas trouvé de nom. Manu Katché et ses copains sont ouverts aux propositions. Conclusion, avec un grand habitué de la Pinède au piano, Chic Corea. Il a fait son premier concert ici en 1969. Le jazz et les festivals défient le temps, la preuve. Encore 5 soirées au programme, le festival se termine dimanche. Avant de refermer ce journal, sachez que Philippe Castel, arrivé dans notre station en novembre dernier, a été confirmé officiellement dans ses fonctions de rédacteur en chef de France 3 Côte d'Azur. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain midi. Prochain rendez-vous avec l'information régionale, ce sera dans le Soir 3. Très belle soirée, à demain.